Shalom à nos chers téléspectateurs, nous sommes contents de nous retrouver. Continuons notre épopée publique aujourd'hui avec un autre personnage, bien celui de Yosef. Nous avons terminé le livre de la Genèse, ce que nous appelons le livre de Béréchit. Nous avons traversé toute l'époque patriarcale et matriarcale, et puis voici que l'événement hébraïque va changer de géographie. Il va se situer en Égypte. Le personnage ici proéminent est Yosef. Yosef, à peine arrivé en Égypte, va devoir se mesurer avec une société qui lui est totalement étrangère. Totalement étrangère parce que la dimension morale ou l'identité morale de cette Égypte a consacré son existence à d'autres projets que celui que Yosef a en tête. Les rêves qui furent les rêves de Yosef, eh bien, venaient être les présages de cette histoire des Hébreux en devenir. Bien sûr, Abraham avait reçu cette promesse, en tout cas cette prophétie que les enfants, ses descendants, seraient esclaves durant un certain nombre d'années dans un pays qui leur est étranger. Mais en tout cas, Yosef, dans ses songes, qui ne sont pas ici simplement les émois de l'âme que l'on pourrait définir à la manière freudienne, de ses pulsions refoulées ou autre chose, mais bien des songes prophétiques, c'est-à-dire la manière qu'a l'Éternel de faire savoir, de faire connaître à celui qui deviendrait son messager, ou en tout cas le porteur du message qui est le sien, porteur du message mais porteur du projet qui est le sien et qui doit, tel que l'avait annoncé l'Éternel à Abraham, traverser l'épopée égyptienne. Alors, Yosef, à peine arrivé, se trouve, comme je vous l'ai dit, confronté à une société qu'il ne peut connaître parce que dans la dimension morale des Hébreux, eh bien, il y avait une recherche continuelle, perpétuelle, à ce que la personnalité hébraïque soit référente d'abord et avant tout de cette identité morale. D'ailleurs, quand Abraham décidera d'envoyer Eliezer à la recherche d'une femme dans la famille qui est encore en Aramie, ce n'est pas parce que les Araméens ne sont pas idolâtres, car les Cananéens le sont aussi. Mais la seule différence qu'il y aurait entre les Cananéens et les Araméens, c'est que les Cananéens seraient des idolâtres immoraux, alors que les Araméens seraient des idolâtres beaucoup plus moraux. Et donc on voit nécessairement combien Abraham est attaché, pas par le lien du sang, mais surtout par la pensée profonde que dans cette famille, il existe quelque chose qui, comme un fil d'Ariane, se perpétue, se transmet et existant fondamentalement, c'est cette identité morale. Eh bien, lorsque Yosef arrive en Égypte, nous connaissons pratiquement tous, bien entendu, cette histoire, mais qu'il est bon de rappeler. Lorsque Yosef se retrouve dans la maison de Poutifar, il est confronté, comme je l'ai dit, à la femme de Poutifar. Et bien entendu, ici, les aspects, comment dire, sociaux et moraux sont différentiels. Yosef est provoqué par cette femme de Poutifar qui veut l'attirer d'une manière la plus crue qui soit dans son lit. Elle voudrait le dévêtir et l'entraîner, plutôt le fourvoyer dans un monde qui n'est pas le sien. Et c'est à ce moment-là, nous le savons, qu'il aperçoit dans l'entrecarreau de la fenêtre de la maison, le visage, le portrait de son père, comme si d'une certaine manière, on le voulait lui dire que si ce lien inexorable du fils au père qui crée toute sa solidité, parce que vous savez bien entendu que le père et le fils sont ce Hav et Ben en hébreu qui crée cette Even, c'est-à-dire cette pierre angulaire, cette pierre qui sert de fondement essentiel, mais surtout à travers sa solidité. Eh bien, en voyant le visage de son père, il se remet en question, bien entendu, sur l'événement dont il est l'acteur à ce moment-là. Est-ce qu'il devra se laisser aller, se laisser emporter, ou bien refuser parce que son identité morale, d'hébreu, en tout cas, puisqu'il se présente comme cela et qu'on le présente, Ish Ivri, eh bien, l'obligera, l'amènera, non pas d'une manière par devoir, mais par vertu, eh bien, amènera cet homme à se refuser
En conséquence de quoi, il sait très bien à quoi s'attendre lorsqu'il se refuse à cette femme qui, comme un véritable démon, va entraîner Yosef à sa perte, selon elle, bien entendu, en entraînant Yosef dans les geôles de l'Égypte antique. Les rêves qui accompagneront ceux de Pharaon, nous n'entrerons pas dans le détail puisque ce n'est pas véritablement notre sujet, mais les rêves que fera Pharaon et qui sont prémonitoires de la situation socio-économique et politique, mais surtout socio-économique de l'Égypte antique, vont renverser en fin de compte la vapeur de l'histoire de l'Égypte, mais aussi de Yosef, puisque celui-ci sera appelé pour essayer de faire entendre le message qui se cache derrière le rêve de Pharaon, et lorsque ce message sera émis, qui concerne, comme nous l'avons dit il y a un instant, la dimension socio-économique dans laquelle se trouve l'Égypte de l'époque, eh bien, Yosef va être élevé à un rang de prince, si ce n'est de premier ministre dans cette Égypte pharaonique. Là aussi, il est confronté d'une manière sans embâge, il est confronté à une société qui a fait un choix absolument étonnant. Ce choix, eh bien, c'est le choix de comment choyer véritablement cette matière, bien plus que l'homme, et les pharaons feront en sorte que la matière devienne le sujet de l'homme et que l'homme puisse, en tout cas, rester l'objet de cette matière. D'où l'insignifiance de l'homme, des hommes, et surtout, bien entendu, ce que nous verrons un peu plus tard, c'est-à-dire l'insignifiance d'une humanité qu'on peut transformer en esclave, c'est-à-dire en objet totalement insignifiant. Yosef est reconnu parce que d'abord, il sait se faire reconnaître. La manière de réagir de Yosef n'est pas d'une cartomancienne ou je ne sais quel autre prédicateur. Il est l'homme qui s'annonce auprès de Pharaon comme étant celui capable d'expliquer le songe et les rêves de Pharaon parce que il est le serviteur de l'Éternel, et en tant que serviteur de l'Éternel, il n'en est que le messager, que le vecteur, que le médiateur, pour faire entendre raison à Pharaon, et en tout cas dans cette première raison, de faire comprendre à Pharaon que les années qui s'annoncent, si elles s'annoncent comme des années de bienfaisance, eh bien il n'en reste pas moins que les années suivantes seront des années de disette, dont on pourra s'en sortir grâce aux 7 années de bienfaisance. Mais tout cela, je ne le sais que parce que je suis le serviteur de l'Éternel, seulement parce que je suis le moyen par lequel l'Égypte servira de creuset à la naissance de ce qui devra devenir, dans le projet de l'Éternel, la nation d'Israël. Et c'est en cela qu'il se fait reconnaître, nous le voyons dans le texte continuellement, je l'ai précisé, Ish Ivri. Nous rappelons, Ish en hébreu est un titre de noblesse. On ne dit pas Ish à n'importe qui pour dire c'est un homme. On dirait Adam. Mais si nous disons Ish, nous parlons ici de la personnalité, dans toute la noblesse d'être de cette personnalité. Et lorsque nous rajoutons à côté la dimension de Ivri, c'est-à-dire la dimension de l'hébreu, il est bien entendu nécessaire de rappeler ce que veut dire Ivri. Je le rappelle, nous le rappellerons très souvent, Ivri est la racine Aïn Betresh, Over, Avar, Ubar. Over, c'est passé. Avar, c'est traversé. Ubar, c'est le fœtus. C'est comme si on venait nous dire qu'à travers la polysémie de cette racine Aïn Betresh, on voulait nous faire entendre combien le passé n'était là que pour en tirer les leçons, qui si nous étions véritablement capables de tirer les véritables leçons, alors à ce moment-là, nous serions capables de traverser les méandres de l'histoire au vert, et si, en conséquence de ces leçons tirées du passé, et de cette capacité à traverser les méandres de l'histoire, eh bien, il nous était promis qu'à tout jamais,
nous serions capables, ou Bar, le fœtus, est d'une certaine manière une image allégorique de renaître comme un phénix de ses cendres. Et c'est bien ce qui se passera. C'est bien ce qui concernera l'histoire d'Israël, à savoir une histoire qui ira bien au-delà de la mort. Une histoire qui ne fera pas partie de l'histoire aussi simple qu'elle soit, celle des hommes, des empires, des royaumes, mais d'une histoire qui dépassera le temps de l'histoire et l'espace de l'histoire. Nous pourrions dire d'une certaine manière que Israël est, à la suite de Jean-Baptiste Vico, eh bien, le peuple de la méta-histoire. Voilà la présentation de Yosef, cet homme qui vient se déclarer au devant de Pharaon comme n'étant pas simplement Yosef, mais comme étant le messager du projet divin. Et malgré cela, Pharaon ne se trompe pas. Il choisit cet homme parce que dans les yeux de Pharaon, ou plutôt dans la pensée, dans la raison et dans le cœur de Pharaon, il y a une seule et même omnibulation, préserver l'Égypte d'une crise économique qui pourrait être fatale, pas seulement à l'Égypte, mais lui être fatale, à lui, Pharaon, et au pouvoir qu'il représente. Mais comme Pharaon est d'abord et avant tout attaché à cette nécessaire production, à cette nécessaire matière, qui, si elle ne garde pas son pouvoir de faire non pas des êtres, mais de faire des avoirs, alors bien entendu qu'il y aurait un danger à ce que les êtres humains viennent à se révolter contre ce propre pouvoir. Et il n'entend pas véritablement le message que fait passer Yosef en disant qu'il est Ish-Ivri, l'homme hébreu, mais homme hébreu pas simplement pour lui-même, mais cet homme est un hébreu, c'est-à-dire qu'il est celui qui est choisi par l'Éternel, n'en reste pas moins le porteur, celui qui transporte, celui qui transmet bien évidemment le projet divin, cette identité morale d'une humanité en devenir qui, au travers la naissance d'Israël, qui acceptera de porter cette identité morale, non seulement pour elle-même, mais qui, si elle se réalisait un jour pour elle-même, pourrait être transmise à l'ensemble de l'humanité. Il y a quelque chose dans Yosef, dans son propre nom. Vous vous rappelez quand il est né, on lui donne le nom de Yosef parce qu'on a rajouté quelque chose. C'est un supplément. Pourtant, Yosef sera l'homme de l'économie, l'homme de la matière. Lorsque nous parlons de la délivrance finale, nous parlons ô combien de ces deux formes messianiques, cette forme du Messie, fils de Yosef, et du Messie, fils de David. Jamais, au grand jamais, nous n'avons mis chez le fils de David des fonctions qui ne pouvaient être que celles de Yosef, et vice-versa. Lorsque nous parlons du fils de Yosef, nous parlons de cet homme capable de préparer, d'ordonner, d'arranger l'infrastructure, c'est-à-dire le contenant de ce que seul le fils de David pourra amener comme contenu. C'est en cela que nous voyons Yosef. Et pourtant, il n'y a, je ne dirais, il n'y a pas moins, mais en tout cas, il n'y a pas plus chez Yosef que chez David, dans le sens où Yosef est ce supplément d'âme qui est tellement nécessaire pour la liberté de l'homme. Supplément d'âme, parce que dans sa manière de conduire dorénavant les affaires de cette économie de la grande puissance d'antan que représente l'Égypte, il va non seulement gérer la matière sociale et économique, mais y apporter ce supplément d'âme qu'en tant que Ish-Ivri, il est seul capable d'apporter. Donc, dans la référence de la rédemption finale de cette humanité et d'Israël en amont de cela, la dimension du Messie, fils de Yosef, est bien sûr révélatrice de tout ce contenant si nécessaire à être gérée, mais qui n'en est pas moins porteuse de ce supplément d'âme. Ne voyons-nous pas aujourd'hui, lorsque nous avons été dans la capacité de reconnaître les moments du retour comme étant des moments obvis de la rédemption nationale, combien
l'ensemble de ces infrastructures sera nécessaire et combien à chacune de ces infrastructures il faudra donner, apporter, octroyer, offrir ce supplément d'âme, même pour la seule matière qu'elles sont. Car en cela, nous avons réussi à construire un pays, à donner une structure, un contenant, qui, bien sûr, n'est pas terminé dans les contenus tant attendus, mais qui n'en est pas moins le contenant tant attendu l'an prochain à Jérusalem. Retrouver cette dimension d'une nation, cette dimension d'un peuple et non plus d'une communauté, d'une nation et non plus d'un individu, d'une Torah comme projet divin, et non plus d'une religion simplement liée au culte, où la mitzvah ne serait plus le moyen d'eux, mais la seule finalité. Il y a véritablement un bouleversement essentiel qui se déroule, et ce bouleversement se révèle au travers les prémices, les pas que Yosef établira dans cette histoire en Égypte. Il y a, comme disait le Maharal de Prague, si tu veux véritablement comprendre ce que sera la dernière délivrance, il faut que tu entendes et que tu comprennes ce que fut la première délivrance. Dans cette première délivrance, en amont de la délivrance elle-même, il y a les pas, les vrais pas d'un Yosef qui est en train, peu à peu, de mettre en place cette structure qui sera ô combien nécessaire pour la dernière délivrance. Et puis n'oublions pas qui fut-il. Il fut celui qui reconnut ses frères, vous vous rappelez, celui qui empêcha que l'on finisse le récit de la Genèse avec un point final, mais simplement avec des points de suspension. Parce qu'il avait redoré le blason de la fraternité, qu'il avait redonné ses lettres de noblesse à cette dimension fraternelle de la famille des Hébreux. Il était, en quelque sorte, à l'origine de cet orifice qui allait s'ouvrir pour laisser naître cette nation d'Israël. Lui seul, portait en son sein ces dimensions morale, cette dimension éthique de l'hébreu en devenir de cette nation d'Israël. Je le répète, les pharaons ne prêteront guère une très grande attention à ce que Yosef représente dans le supplément d'âme. Ils n'y verront que le côté supplément, c'est-à-dire le côté quantitatif. Ils n'entrevoiront jamais la seconde partie, c'est-à-dire l'âme, qui, elle, est qualitative. Mais lui, Yosef, ne s'est pas trompé, et l'histoire d'Israël ne se trompe pas lorsqu'elle dit, comme le Gaon de Vilna, qu'il faut que nous sachions que lorsque le moment viendra, nous devons être aux aguets de celui qui sera de la messianité de Joseph, car en cela, il ne fera qu'annoncer la venue inéluctable, inexorable du fils de David. Mais de faire attention, en tout état de cause, comme nous le reconnaissons dans l'étude du texte de la fin de Béréchit et que nous comprenons à travers le livre de Shemot, que la dimension identitaire, que le personnage dans ses faits, dans ses gestes, n'est pas moins important. Il est au contraire à l'origine de ce qui va se dérouler. Et si nous ne comprenons pas ce que représenta Yosef dans sa rencontre exilique avec l'événement de la délivrance, comme porteuse cette délivrance du projet divin de la création de la nation d'Israël comme vectrice de l'identité morale humaine en voie de devenir, alors je crois que cette époque sera totalement incompréhensible pour chacun de nous. N'en faites rien. Comprenez que même les prémices matérielles d'aujourd'hui ne font que présager des prémices du contenu de cette âme qui est en attente pour venir insuffler le corps de la nation, lui permettre de se lever de son agenouillement, de la mettre debout, cette nation,
et de pouvoir porter l'humanité vers le meilleur de ces lendemains si enchanteurs et tant attendus. À bientôt. Shalom.